Bonsoir à tous, ravi de retrouver dans ce nouveau numéro de l'Heure Éco. Nous allons évoquer ce soir avec nos invités la nouvelle loi relative aux investissements et dont les textes d'application ont été promulgués. Une rapidité qui renseigne de la volonté de booster véritablement l'économie dans notre pays. Une loi, vous le savez, très attendue et attendue pendant longtemps par les investisseurs. Nous verrons tout d'abord ce qu'elle prévoit. Nos invités vont décortiquer les nouveautés de ce texte, ses avantages. Une loi qui ne fait aucune distinction entre l'investisseur privé et public et entre l'investisseur algérien et étranger. Un investisseur qui aura affaire à un seul interlocuteur, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Nous verrons en dernière partie de cette émission comment cette loi devrait être appliquée sur le terrain pour attirer les investisseurs, produire la richesse et créer des emplois. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Mahfoud Kaoubi. Vous êtes analyste économique et financier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je reçois également Abdelrahman Ben Yamina. Vous êtes expert spécialiste en économie immobilière et ingénierie financière. Et je reçois également Dr Abdelwahad Kerrar. Vous êtes vice-président du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien. Merci à tous les trois de participer à cette émission que nous avons choisi d'intituler « Nouvelle loi sur l'investissement, quel impact sur le climat des affaires en Algérie ?» Avant de commencer ce débat, je vous propose de regarder cette première présentation de la nouvelle loi d'investissement signée Samira Hadjamar. Parmi les nouvelles dispositions du nouveau Code de l'investissement figure la création du guichet unique. De quoi s'agit-il et quels sont les avantages de cette nouvelle mesure mise en place par l'État ? Son importance réside en deux points essentiels. D'une part, cela concerne les attentes des investisseurs. Nous avons remarqué ces dernières années que les attentes des investisseurs se concentrent principalement dans un premier temps sur les différentes autorisations d'exploitation et comment les obtenir dans des délais courts. Le second point concerne le foncier et c'est à cela que vient répondre le guichet unique. D'autre part, il y a les obligations des investisseurs. Lorsque l'investisseur bénéficie d'avantages, il doit s'engager à honorer et respecter toutes les obligations liées à son investissement. Le décret exécutif numéro 22.299 précise entre autres les modalités d'enregistrement des investissements au niveau du guichet unique. À ce titre, les pouvoirs publics ont défini la valeur du montant des projets traités par les services concernés à 2 milliards de dinars et plus. Et pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, les investisseurs doivent s'inscrire au niveau du guichet unique ou via une plateforme numérique par l'introduction d'une demande. Cette étape s'applique également aux investisseurs étrangers. Cette fois, il ne s'agit pas uniquement d'un guichet destiné à la réception des dossiers. Il y aura un suivi du dossier, un encadrement de l'investisseur dans le processus de l'octroi des autorisations d'exploitation, ainsi que le contrôle de l'application effective des engagements qui incombent à l'investisseur. Les porteurs de projets structurés doivent présenter un dossier complet et détaillé, comprenant une étude technico-économique pour prétendre aux avantages liés au guichet unique. Le nouveau texte de loi de l'investissement souligne également les droits consacrés aux investisseurs étrangers pour le transfert de leurs gains en devises étrangères. Voilà pour cette première présentation de la loi sur l'investissement et nous allons faire un premier tour de table maintenant pour connaître les autres nouveautés. On commence avec vous, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Les nouveautés sur le plan de la loi déjà peuvent être appréciées à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des principes. Donc sur le plan du principe, la loi a consacré le principe de la liberté d'investir, chose qui est importante. La deuxième, c'est l'égalité des investisseurs, que ce soit résidents ou non résidents. Et la troisième, c'est la stabilité et la rapidité en matière de traitement des dossiers d'investissement. Et cela se matérialise par rapport à la réhabilitation de l'Agence de promotion de l'investissement qui devient seul centre de décision en matière de projets d'investissement, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient initiés par des promoteurs résidents ou non résidents ou des projets mixtes. Donc sur le plan des principes, il y a eu une réhabilitation et un réajustement par rapport à la loi qui existait avant, afin de rendre les choses transparentes, visibles et de garantir un traitement égal à tous les investisseurs.
et d'une manière rapide à travers donc l'institution de la plateforme numérique qui permet donc un dépôt et une gestion des dossiers à distance. Ceci sur le plan des principes. La deuxième des choses où on pourra apprécier, évaluer le texte de loi relative à l'investissement, c'est par rapport aux garanties qui ont été accordées aux investisseurs. Donc, et là, deux niveaux d'appréciation. Le premier, c'est la consécration du principe de la non-rétroactivité des lois, dans la mesure où les projets initiés ne peuvent en aucun cas être concernés par des lois qui seraient prises ultérieurement sans qu'il y ait une indemnisation et sans que ces modifications soient l'émanation de lois et non pas de textes réglementaires. Et la deuxième des choses qui a été d'ailleurs introduite dans le VTR, ça concerne les garanties données en matière de transfert de dividendes et de transfert de produits de cession des investissements étrangers d'une manière claire, non équivoque, qui est prévu dans le texte de loi et qui donne un signal fort et le maximum de garanties aux investisseurs résidents, mais surtout non résidents, pour initier leur projet d'investissement. Monsieur Benyamina, Monsieur Kaoubi nous dit qu'il y a un certain nombre de garanties qui sont indéniables aujourd'hui, qu'il y a de la stabilité, de la liberté et de l'efficacité, l'égalité plutôt. D'abord, bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation et surtout avec un bon triangle. Moi, je dirais que cette loi est venue libérer les structures algériennes, qu'elles soient privées ou publiques. Pourquoi je dis libérer ? Parce qu'au fond, on a beaucoup de textes. On a, que ce soit décrets, lois, beaucoup d'expertise sur le terrain. C'est vrai, une expertise d'échec, mais l'échec est une école. Et cette loi est venue capitaliser. Moi, je pense que le noyau central, elle est venue libérer les structures de l'État, à savoir l'exécutif, qui est réparti, je dirais de suite, et le privé. Et elle est venue libérer même la population. Je l'expliquerai tout à l'heure quand on passera à un autre niveau de débat. Je reviens aux structures de l'État. C'est qu'en fin de compte, l'exécutif au niveau de l'État algérien, sur cette loi, est bien réparti. À savoir, on a le Conseil national d'investissement, et là, on est sur la stratégie. Mais il y a un autre point qui a attiré mon attention, parce que l'Algérie est assez forte en stratégie, on développe beaucoup de stratégies, mais sur le plan opérationnel, on est souvent en attente. Il y a la veille sur la cohérence. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'on lance une stratégie, mais cette stratégie, c'est un ensemble d'objectifs qui peut se déséquilibrer à mi-chemin, mais le Conseil national, qui est sous l'autorité du Premier ministre, veille sur la cohérence globale. C'est-à-dire que on ne lance pas uniquement une dynamique, mais permettez-moi de reprendre toujours cette même expression, c'est qu'on veille sur l'équilibre de cette dynamique durant l'exécution. Elle libère aussi le public, le privé, pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, un investissement, c'est une interaction entre le public et le privé. Le public détient l'autorité et normalement la régulation. Le privé, il vient investir. Bon, on peut parler de privé-public, ça c'est un autre sujet, mais le privé, il peut investir. Mais quand tout le monde est impliqué, cela veut dire, on passe à l'API. L'API, c'est l'agence algérienne de promotion d'investissement. Elle est sous la tutelle du Premier ministre. Mais on est EPA, établissement public administratif. On est EPA. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Tous les ministres, la plupart. Mais la cartographie de l'API, sur le plan national, on a des guichets d'abord décentralisés. Je commence par les guichets décentralisés. Et là, pour la plupart des projets. Et on a un guichet unique là, qui centralise sur les grands projets et les projets étrangers. Donc cette distribution d'équilibre, avec cette liberté, permet une vision et donne un outil de veille sur cette dynamique. Très bien. Alors, nous allons avoir maintenant l'avis de Abdelwahed Karar, que vous êtes vice-président du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez dit que la loi a été réalisée dans un esprit de concertation. Est-ce que c'est le ressenti au niveau du Conseil du renouveau économique algérien ?
Je suis dans la vie syndicale et associative patronale depuis plus de 20 ans. Et franchement, j'ai assisté, on a participé à beaucoup de forums sur beaucoup de sujets dans le passé. Et c'est la première fois qu'en tant qu'acteur économique dans un syndicat patronal, qu'on voit des propositions qui ont été faites, pas toutes bien sûr, mais plusieurs propositions ont été faites et ont été retenues. Et c'est une grande satisfaction qu'on a au CREA, et j'ai été agréablement surpris personnellement de voir concrètement sur le terrain que voilà, nos voix sont écoutées et se traduisent dans les textes. Donc cet esprit de concertation, il est très très important parce que associer les acteurs de la vie économique est quelque chose qui est vital et qui est un éclairage pour le politique. Donc au-delà de ça, parmi les points peut-être nouveaux aussi qui sont là pour renforcer la sécurité de l'investisseur, c'est pouvoir avoir un recours en dehors du recours juridictionnel, avoir un recours si on se voit refuser les avantages par la haute commission de recours qui siège au niveau de la présidence, et ça c'est une nouveauté et ça donne une garantie supplémentaire à l'investisseur. Mais je vous dirais, qu'est-ce qu'on attend quand on met une loi sur l'investissement ? On attend qu'elle génère de la croissance durable, forte, et surtout qu'elle diversifie l'économie. L'attente, elle est là. Donc on verra les prochaines années ce que ça donnera, mais au-delà de la qualité du cadre législatif, au-delà de sa stabilité, au-delà des avantages qu'il offre, au-delà des facilités de procédure qu'il introduit, il y a surtout ce flux d'investissement qui est extrêmement important et qui doit générer de la croissance et qui doit générer de l'emploi. L'Algérie est vraiment bien placée. Les fondamentaux sont sains de l'économie algérienne, ils sont là. Les ressources sont là, humaines, je veux dire, et matérielles. Et réellement, les investisseurs locaux et étrangers pourront s'inscrire dans le cadre de cette politique nouvelle de l'investissement. Laissez-moi vous poser une autre question. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour les investisseurs ? Vous êtes un investisseur, vous êtes vice-président du Conseil du renouveau économique algérien. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? On en a cité plusieurs. Monsieur Kaoubi a énuméré un certain nombre de changements, de nouveautés, le guichet unique. On a évoqué également la question des garanties, des libertés. Vous-même, vous avez évoqué les recours au plus haut sommet de l'État. Qu'est-ce qui change aujourd'hui concrètement pour ceux qui viennent de l'étranger ou alors ceux qui investissent en Algérie qui sont déjà là ? Déjà, les investisseurs étrangers vont pouvoir investir. Vous savez que la situation a été bloquée par le CNI qui n'a pas siégé depuis plus de 3 ans. Et donc, déjà, c'est un déblocage où les investissements étrangers, les JV, les joint ventures entre Algériens et étrangers, et Dieu seul sait que dans certains secteurs, l'économie algérienne a besoin de technologies que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc déjà, cela est possible. L'investissement local ne s'est jamais arrêté. Les entreprises algériennes publiques ou privées ont continué ces dernières années, malgré les difficultés, à investir et à avoir quelques avantages. Nous pensons réellement que c'est une sécurité pour l'investisseur. Abroger une loi ne veut pas dire enlever les avantages par-delà lesquels je suis rentré dans le pays. Je pense que c'est un signal positif, autant pour les investisseurs locaux que pour les investisseurs étrangers. Je vais rajouter quelque chose. C'est aussi les délais qui sont fixés sont assez précis. Nous espérons réellement qu'ils soient respectés par tous les acteurs. Et avant, je vous laisse réagir avant de vous poser une question, M. Kaoubi. Tout à fait. Juste dans le même sens de l'intervention de M. Kerrar, le code actuel a levé les incohérences qui existaient avant en matière de centre de décision. Exact. Avant, les grands projets ou les projets initiés en partenariat
était l'émanation en termes de pouvoir de décision du Conseil national de l'investissement. Et la pratique était que les dossiers prenaient énormément de temps pour pouvoir être sanctionnés par des décisions. Ça dépassait, dans une grande partie du temps, les 12 mois. Chose qui s'inscrit en porte-à-faux avec les principes de l'économie qui sont rapidité et changement de l'environnement que constitue l'environnement de l'entreprise. Et ça a donné lieu à des problèmes sur le plan pratique, à des insatisfactions, que ce soit des promoteurs de projets nationaux ou étrangers. Maintenant, l'ex-ANDI, donc l'API, est réhabilité dans ses pouvoirs de décision. Donc la décision se prend au niveau de l'agence. Cette décision, pour les projets inférieurs à 2 milliards de dinars et qui sont initiés par des résidents, donc des nationaux uniquement, sont pris par les guichets uniques au niveau des wilayats. Mais au-delà de ce montant, c'est l'émanation du guichet unique centralisé, qui est un seul guichet unique et qui est habilité à trancher pour les projets, donc de grands projets et des projets en partenariat. Ça devrait se traduire par une rapidité en termes de traitement de projets. D'ailleurs, la loi soumet les projets à une formalité d'enregistrement. Donc il n'y a pas d'agrément et il n'y a pas de décision sanctionnant le projet. On enregistre, séance tenante, on a l'attestation d'enregistrement et séance tenante, on a la liste des services et des biens qui rentrent dans. C'est une simplification des procédures qui devrait être consacrée encore par la plateforme numérisée, qui non seulement permettra le suivi et la rapidité, mais par l'interaction et l'interconnexion des autres secteurs d'activité, parce que c'est ça du fisc, des douanes, de l'industrie, du foncier industriel, qui évite le va-et-vient vers les différentes institutions. Et c'est un gain de temps extrêmement important. Et pour un investisseur, c'est un gain d'argent. Monsieur Benyamina. Juste une précision pour ajouter ce qui a été dit par M. Kaoubi et M. Karar. Par rapport au délai, en fait, compte tous les textes algériens, dans tout secteur, il y a toujours des délais qui ont été arrêtés. Mais la particularité, c'est la chaîne intégrée pour suivre les délais. Parce qu'avant, on demande un délai pour n'importe quoi. Alors, vous avez 30 jours, vous avez 15 jours, vous avez 20 jours, mais il n'y a pas une dynamique de suivi. D'abord, il y a un rapport annuel qui remonte au niveau de la présidence. Et ce rapport, il va cadrer tous les recours par la suite. Le système de recours, on en discutera tout à l'heure quand on parlera peut-être de la dynamique d'investissement. Mais moi, ce qui m'intéresse, la finesse dans ce texte, parce que tout à l'heure, on va parler de l'exécution. La finesse dans ce texte, c'est comment suivre, comment superviser ces délais. Il y a une intégration, il y a une chaîne intégrée entre le CNI, l'API et tous les organismes centralisés ou décentralisés, nationaux ou décentralisés. Donc, la nouveauté, c'est le suivi des délais. Parce que ce temps, il va être, on va le voir au niveau du local, du développement local, et comment il va remonter à travers les guichets de l'API. Parce qu'en fin de compte, le CNI, il veille principalement sur deux choses. La stratégie, on connaît déjà ça, l'Algérie a une vision. Mais juste après, la cohérence. Notre problème, c'est l'incohérence et la dislocation entre l'intervention des différents ministères. Puis quand on voit une centralisation au niveau du guichet de tous les intervenants, mais cette centralisation, elle a existé sous d'autres formes. Mais ce qui est bien, que cette centralisation, avec les délais, il y a un suivi de cohérence et un suivi de délai. Et si jamais ça bloque, il y a un recours au niveau de la haute commission. Et là, au niveau de la haute commission, le délai de traitement, je ne parle pas de délai de recours, il est de 2 mois, mais le délai de traitement de 30 jours. Donc, quand on voit une stratégie d'investissement, un mécanisme d'exécution, et on parle de jours, on est sur la bonne dynamique. Alors, j'ai une autre question à vous poser à vous deux, M. Karar et M. Kaoubi. Parmi les nouveautés aussi, il y a les 3 régimes d'investissement. Vous avez le régime des secteurs, vous avez le régime des zones et le régime investissement structurant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces 3 régimes ?
Le régime des secteurs, en fait, il y a des secteurs que le gouvernement algérien a choisi d'encourager. Donc il y a plusieurs secteurs, l'agriculture, les mines, le pharmaceutique, la pharmaceutique, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, le tourisme aussi. Et il y a les régions, et effectivement, ça c'est pas nouveau, il y a les régions des hauts plateaux, il y a les régions du sud, du Grand Sud. Il y a quand même une particularité, c'est une exception qui reste, disons, à l'appréciation de ceux qui étudient. Il y a des régions, je suppose que c'est par rapport au taux de chômage. Quand une région où il y a un taux de chômage important, on pourrait avoir des avantages qui sont supérieurs que dans les régions du Nord. Le dernier, et ces structurations sont plus intelligibles parce qu'il y a les projets structurants. C'est des projets qui ont été définis pour un montant de plus de 10 milliards de dinars et c'est en général des produits qui sont pris en charge par l'État. Et donc, il est extrêmement important, vu les mutations profondes et rapides que nous vivons, que le monde vit, que justement, qu'on choisisse quels sont les projets structurants que l'Algérie va choisir en fonction des avantages comparatifs qu'elle offre par rapport à d'autres pays. Et Dieu seul sait qu'on en a plein d'avantages comparatifs. On a un formidable... Vous savez, on est dans un pays où il y a un formidable potentiel. Et on a réellement besoin simplement d'une bonne gouvernance et de prendre certaines décisions. Je vous dirai par exemple, et je vous j'étonnerai le téléspectateur, l'Algérie, c'est le pays qui investit, parmi les pays qui investissent le plus au monde. Je vais vous donner les chiffres de la CNUSED. Les chiffres de la CNUSED, il y a un indicateur économique qui est connu des économistes, qui est la formation brute de capital fixe, le FBCB, et le FBCF, pardon. L'Algérie a investi plus de 45% les 10 dernières années, bien sûr ramené au pourcentage du PIB. Elle a investi plus de 44,9%. 44,9% de son produit intérieur brut. De son produit intérieur brut, alors que la moyenne mondiale est à 25,7%. L'Afrique, en moyenne, elle est à 23%. Et je vous donne un pays comme la Corée du Sud, il est à 31%. C'est-à-dire que l'effort budgétaire qui est fait par l'État est énorme. Vous parlez des investissements dans les infrastructures de base notamment? Non, je parle de tous les investissements, infrastructures de base et investissements privés. Le seul bémol aujourd'hui, c'est que ça a généré très peu de croissance. Et pourquoi ça a généré très peu de croissance? Parce que nos investissements, sur les 20 dernières années, se divisent comme suit. Nous avons 10-15% qui vont vers la maintenance des hydrocarbures, en tout ce qui est maintenance. Nous avons 5% pour toute l'économie et nous avons pratiquement 75 à 80% qui vont vers les grandes infrastructures. Investir dans les grandes infrastructures, c'est important pour accélérer l'économie, c'est important. Ça crée effectivement de l'emploi direct rapidement, ça crée une croissance rapidement, mais malheureusement, cela se fait aux dépens de la diversification de l'économie. Si on veut réellement sortir de la dépendance aux hydrocarbures, il faut que nous orientions l'allocation des investissements partent un peu plus vers la diversification. Et vous avez parlé de la diversification de l'économie. Nous optons aujourd'hui pour une diversification de l'économie, d'où d'ailleurs ces trois pôles qui ont été structurés justement dans la nouvelle loi sur l'investissement. Et parmi les avantages, nous avons un certain nombre d'avantages sur les exonérations de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, M. Kaoubi, sur la taxe sur l'activité professionnelle et pas que. Oui, en termes d'avantages, on a reconduit pratiquement le système d'avantages qui existait avant, qui existait depuis 1993, je dirais, avec le Code de l'investissement, l'APSI et tout le régime qui l'accompagnait. On a la nouveauté, c'est qu'on a modulé en fonction des trois critères que vous veniez d'évoquer, par rapport au secteur qu'on veut promouvoir. Et la loi a cité d'une manière très claire ces secteurs
les mines et carrières, agriculture, aquaculture et pêche, industrie agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, services, tourisme, énergie renouvelable et économie de la connaissance. Là, quand on investit dans ces secteurs d'activité, on marge sur un système d'avantages. Ce système d'avantages va de 3 à 5 ans d'exonération pour la phase de réalisation. Donc, il y a des exonérations par rapport aux biens et services. Donc, quand on achète des équipements, on ne paye pas de droits de douane et de TVA dessus. Quand on a des services se rapportant à ces équipements, donc en matière de transport, en matière d'assurance, donc on ne paye pas, on est exonéré sur la TVA et éventuellement sur les droits de douane. Et on est aussi exonéré des taxes relatives aux droits d'enregistrement, que ce soit des biens immobiliers qui rentrent dans l'investissement ou sur les actes constitutifs des sociétés. Donc, ça démontre qu'il y a une volonté de réduire de la charge financière qui devrait, dans le cas normal, être le coût de l'investissement du projet. Ça, c'est pour le régime des secteurs. Maintenant, pour les régimes des zones à promouvoir ou des zones qui ont un potentiel de développement et dont l'État voudrait diriger l'effort d'investissement pour notamment que ces les hauts zones, plateaux et le sud. Tout à fait, pour que ces zones soient développées en fonction des potentialités dont elles disposent. Et là, le régime est encore plus généreux. Les avantages en termes d'exploitation, donc exonération de la taxe sur l'activité professionnelle et exonération de l'IBS pour les sociétés. Taxe foncière. La taxe foncière aussi, donc peut aller jusqu'à 10 ans. Et pour les investissements structurants, qui relevaient jadis des pouvoirs du CNI et qui devaient passer pratiquement dans un conseil ministériel, peuvent aller jusqu'à 10 années d'exonération. En plus, et c'est le même cas des systèmes des zones, avec une aide de l'État pour tout ce qui est viabilisation et la prise en charge des efforts des routes, viabilisation, etc. Donc ça démontre quoi? Ça démontre que l'État donne l'intérêt, accorde de la dépense fiscale, accorde des avantages aux investisseurs afin qu'ils soient encore plus encouragés. Et l'avantage, je terminerai par ça, dans ce code et des textes d'application, c'est que la grille d'évaluation des projets, elle est annoncée dans les textes, elle est affichée. Donc le favoritisme, l'appréciation de l'administration, Monsieur le Président de la République, dans ses interventions, a insisté pour réduire au maximum du pouvoir discrétionnaire de l'administration afin d'assurer cette égalité et cette transparence. Et vous avez évoqué cette égalité et la transparence depuis le début de cette émission. Parlons de comment maintenant appliquer cette loi et ces textes d'application justement sur le terrain. Vous avez parlé, Monsieur Benyamina, de mécanisme d'application des lois. Au préalable à cette question, il y a un point qui est très important, qui a attiré mon attention dans cette loi. Comme l'a dit M. Kaoubi, tous les avantages qu'on a ici approximativement existaient déjà. L'approche, elle était là. La nouveauté, c'est qu'on voit un planning dans cette loi. Et ce planning, il est cohérent avec une économie foncière et une économie immobilière, dans le sens où l'Algérie a écrit sa stratégie en 2010. Sa stratégie est dictée dans la loi 2010-02, qui est le schéma national d'aménagement du territoire. Et ce schéma national d'aménagement du territoire va être révisé. Il est en révision. Le Premier ministre l'a annoncé lors de la présentation de son programme au niveau du Parlement. Pourquoi je parle de planning? Effectivement, on parle de secteurs, de zones et de projets structurants. Mais au fond, cette distribution, elle est surtout temporelle, dans le sens, tous les projets de zone ont un délai, on est sur 5, tous les projets des secteurs, on est sur une période de 3 à 5 ans. Et le délai de réalisation du projet, il est sur 3 ans
extensible à 5 ans. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que ces secteurs, on est en 2022, fin 2022, si on démarre janvier 2023, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. 2027, sur 5 ans, l'Algérie aurait lancé les investissements dans les secteurs prioritaires. Ils ont été cités par M. Kaoubi, et on est sur les ressources naturelles, on est sur les matériaux, on est sur l'agriculture. Que cette loi a donné un planning, a donné des deadlines, chose qui n'existait pas avant. Donc on a 5 ans pour développer ces secteurs. Maintenant pour les zones, cette loi a présenté une autre vision. Elle a collé au schéma national d'aménagement de territoire qui a été établi en 2010, durée 20 ans, révisable chaque 5 ans. On est sur un planning de 10 ans. Pourquoi on est un planning sur 10 ans? Parce que le schéma national, il était sur un planning de 20 ans. Et la partie à développer, c'est un schéma d'investissement, de développement glissant. Du nord, passant par le haut plateau et vers le sud. Là, on ne va pas développer cette zone en 5 ans ou en 3 ans. Deuxième point qui est extrêmement important, 87% de la superficie du territoire algérien n'a pas été investi. Quand on va du haut plateau, le haut plateau c'est le lien. Quand on va sur le schéma national, les gens qui connaissent le schéma national, le haut plateau fait le lien avec le nord. Le nord est saturé en population, il y a une densité forte en mètres carrés. On développe, je reviens au secteur, pour créer de la capacité de financement, pour créer de la richesse, pour pouvoir aller accompagner le sud et le développement du haut plateau vers le sud. Passons par le haut plateau, il y a un projet extrêmement important qui est relancé. On l'a discuté au niveau de l'INESC, c'est le barrage vert. C'est vrai, tout le monde connaît le barrage vert, mais l'approche actuelle du barrage vert, qui est centralisée pratiquement sur le haut plateau, il y a tout un tracé autre, qu'est-ce qu'il fait? On est sur une industrie agriculture, on est sur une biodiversité et on va aller vers le sud et le grand sud jusqu'à Bourj Badi Mokhtar et tout le grand sud, et là on va développer la vraie économie foncière et toute l'économie immobilière suivie. Et je ne parle pas du foncier économique, moi j'installe une chose, l'économie immobilière. Très bien, merci beaucoup Monsieur Bignamina. Ça c'était votre réaction par rapport aux 3 régimes. Je vais vous poser la même question Monsieur Karral sur l'application de cette loi aujourd'hui. Comment l'appliquez-vous? Vous êtes un homme de terrain, vous avez 2 casquettes aujourd'hui. Comment faire en sorte à ce que cette loi soit appliquée? Vous savez, je vais vous dire, on a parlé de l'agence pour l'investissement qui normalement fait la promotion de la destination Algérie pour les investisseurs étrangers et aussi pour les accompagner. Réellement, il faut injecter des ressources financières dans cette agence pour qu'elle puisse faire face aux grandes responsabilités qui sont les siennes. Et deuxièmement, il faudrait injecter les meilleures ressources humaines en matière de compétences parce que c'est une tâche qui est rude, c'est un métier. On voit l'activité des agences étrangères, des agences économiques étrangères en Algérie, et on voit quels moyens elles ont. On a besoin que cette agence fasse des roadshows à l'étranger, participe à des forums internationaux et mette en valeur la destination. Du lobbying économique, il faut le dire. Et mettre en valeur la destination Algérie. Mettre en valeur, en fait, la destination Algérie, c'est quoi? C'est montrer nos avantages comparatifs. On a l'un des plus grands marchés en Afrique. On n'est pas le plus grand, mais on est l'un des plus grands marchés en Afrique. Je rappelle qu'on a eu, disons, suite aux dernières secousses économiques qui datent de 2014, on a eu recours à la protection de l'industrie nationale et on a un marché à offrir aux investisseurs. On a déjà un marché interne à offrir aux investisseurs, mais on a aussi une position qui nous permet de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Je m'explique. Suite à cette pandémie, vous le savez très bien, il y a des phénomènes de relocalisation. Les Européens ont commencé par dire nous allons relocaliser chez nous tout ce qui se faisait en Asie. Après, ils se sont aperçus que ça allait coûter trop cher et que ça prend du temps surtout. Voilà, et que ça prenait du temps. Et nous pouvons nous positionner comme des sites alternatifs
de production. Nous avons les capacités de fabriquer des intrants, nous avons les capacités d'être en coproduction avec ces partenaires, ces éventuels partenaires européens. Nous avons des jeunes, nous avons 300 000 jeunes qui sortent des universités chaque année et qui, là où ils vont, réussissent. Donc c'est pourquoi ne réussirait-il pas en Algérie? Donc c'est tous ces avantages comparatifs qu'on a à montrer à nos partenaires étrangers. Monsieur Kaoubi, ce que nous dit Monsieur Kerrar paraît assez logique, c'est vendre la destination Algérie à travers mettre en valeur justement nos avantages comparatifs et à travers aussi du marketing territorial. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est l'un des éléments du puzzle. Ce qui, on vend, il y a une mission qui est dévouée à l'API. La première mission, c'est la mission d'information. D'ailleurs, les décrets donnent à l'API ces 5 missions. La mission d'information, facilitation, promotion, accompagnement, gestion et suivi des avantages. Donc la première mission, c'est cette mission d'information. Mission d'information, donc pour l'adapter à la réalité du monde actuel, se fait à travers des instruments. Certes, elle fait appel au marketing, certes, elle a pour objectif de vendre la destination Algérie et de mettre en évidence ses atouts, mais surtout d'utiliser les instruments qui sont les systèmes d'information. D'ailleurs, le décret parle de la nécessité en matière d'information, de la mise en place de systèmes d'information et de banques de données donc, qui permettent à cette vitrine. Donc, sur un clic, je suis à l'étranger, comme je suis à Tébessa ou à Tlemcen, je peux disposer de l'information. Information structurée, utile et surtout vraie. Il ne faut pas que ce qui est exposé soit contredit quand on se présente sur le terrain. Et là, c'est là où les défis s'imposent. Et c'est là, je rejoins M. Kerrar, pour dire qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre les missions et les moyens. Une adéquation entre l'organisation de l'API, qu'elle dépasse les limites. Je pense qu'après 30 ans, 29 ans d'expérience en matière de gestion ou de système de gestion des avantages, l'APSI et l'ANDI, maintenant que cette API prenne les leçons, tire profit des insuffisances qui ont fait que les ex-agences n'ont pas pu accomplir les missions, parce que les missions ont toujours existé dans les deux systèmes législatifs, que ce soit de 2001 ou de 1993. Donc, une organisation à la hauteur des missions, des moyens financiers et immobiliers à la hauteur des missions, et surtout des ressources humaines à la hauteur des défis. Et dans tout cela, il faut que l'interconnexion, parce que l'API ne pourrait rien faire si les autres secteurs d'activité, du moment où ne soit pas l'investissement se fait de manière transversale, le système financier, le foncier industriel, les banques, la douane, etc., sont les autres modules qui forment les sous-systèmes qui, sans interaction efficace, ça réduirait à néant les efforts que pourrait faire l'API, et ça la réduirait à la mission classique qu'elle a toujours assumée, c'est la gestion des avantages et le suivi à un certain niveau de ces avantages. Monsieur Binyamina, vous voulez réagir? Oui, justement, parce que tout à l'heure, j'ai répondu à un préalable qui m'était important. Je reviens aux solutions, mais je garde toujours cette vision de cette loi. Parce qu'en fin de compte, le CNI, il a l'œil sur le territoire, tout le territoire algérien. L'API, c'est une pénétrante vers les territoires, wilaya, APC, daïra, petits villages. Donc, à la fin, pour pouvoir appliquer cette loi, je reviens, on n'a pas changé l'Algérie. On a revu et révisé la manière de pénétrer l'Algérie. Donc cette structure de l'API et cette veille stratégique et suivie de cohérence du CNI, elle est territoriale sur les 2 382 000 km². L'API, je reviens encore et je redis, c'est une pénétrante vers les petits territoires
là on rencontre le PAPC. Là, on rencontre le Wali. Parce qu'en fin de compte, toute stratégie, c'est un ensemble d'objectifs. Elle ne sera jamais exécutée si on ne va pas vers le développement local. En fin de compte, je pense qu'on a compris c'est quoi le développement local. Mais maintenant, comment le faire, c'est ce que je vais dire. Le développement local, c'est aller faire descendre plutôt cette stratégie vers ce Wali. Parce que s'il y a l'API, s'il y a un bureau, un guichet, appelez-le comme vous voulez, décentralisé au niveau de la wilaya, qui est le président du territoire? C'est le Wali. Le Wali, c'est le premier responsable, mais n'est pas le seul acteur. Les acteurs, nous avons des directions de ministères au niveau de chaque wilaya. Ces ministères sont au niveau du conseil CNI. Ils suivent la stratégie et ils veillent sur la cohérence. Ces mêmes ministères sont au niveau des guichets décentralisés. Je ne sais pas si vous voyez la mécanique. Et puis le Wali, c'est le président du territoire. Je veillerai, est-ce qu'un permis de construire a été donné? Et s'il n'a pas été donné, le pourquoi? Un point qui est extrêmement important. Un jour, peut-être on le fera. Vous savez que dans cette loi, il y a une carte. Si, et je le dis fort, si les présidents des territoires, que ce soit PAPC, que ce soit Wali, si chaque Wali et chaque PAPC n'a pas la carte de cette loi, la carte par rapport aux secteurs prioritaires où on doit les exécuter sur 5 ans, si chaque Wali et chaque PAPC n'a pas cette carte et les zones périphériques autour, on ne peut pas faire démarrer cette loi. Merci pour cette précision. Je vous pose peut-être une dernière question, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous avez cité 2 points importants, Monsieur Kaoubi. C'était le fait de faire du marketing territorial, mais de dire ce qui est vrai, vendre l'information réelle. Et puis, vous avez parlé de réforme plutôt de foncier industriel. C'est très important. C'est un chantier qui est en cours aujourd'hui. Et puis la réforme bancaire aussi. Avec ces deux chantiers, est-ce qu'ils ne sont pas prioritaires aujourd'hui? Je vais peut-être commencer avec vous, M. Kalla. Vous savez, on sent en tant qu'acteur économique qu'il y a une volonté d'aller vite et une volonté d'aller chercher cette croissance. Bon, maintenant, effectivement, il y a eu la loi sur les zones franches qui est sortie, la loi sur les investissements, et réellement, c'est au pas de charge, ça se fait très rapidement. Il nous manque le foncier. Il y a une agence, en fait, il y a des textes qui se préparent apparemment pour qu'il y ait une agence qui va gérer le foncier. On espère réellement que ça paraisse rapidement. Pour justement, il y a plein d'encours qui sont suspendus et malheureusement plein d'investissements qui sont suspendus pour ça. Le président de la République avait évoqué cette question lors de la dernière réunion Wali-gouvernement. Exactement. Le deuxième, c'est la réforme du système financier. Aujourd'hui, le secteur privé crée les 2/3 de la valeur ajoutée locale, mais ne reçoit que moins de 50% des crédits bancaires. Réellement, et encore en hors hydrocarbures, la valeur ajoutée locale créée par le privé est à 85%. Alors que l'année 2019, selon les chiffres de l'ONS, on est à 49% de financement bancaire. Réellement, si on veut diversifier l'économie, là aussi, il faut que le secteur privé ait plus accès au financement pour justement diversifier cette économie. C'est extrêmement important, disons, pour drainer la croissance. Laissons au secteur public les grands projets structurants qui ont besoin justement de gros financements et qui ont besoin d'une présence, disons, régalienne, et laissons au secteur privé la diversification de l'économie et l'accès au financement. Monsieur Benyamina. Vous savez, l'Algérie doit s'ouvrir sur le monde. Et pour cela, il faut une triade. Financement, risque et garantie. En fin de compte, sur le plan risque, je pense que l'Algérie a traîné pour mesurer le risque sur un projet et la garantie d'un projet. La vraie garantie d'un projet, c'est sa rentabilité. Puis par le financement, on exige l'hypothèque et autres. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'hypothèque n'a jamais garanti la rentabilité. Donc, en fin de compte, si on veut s'ouvrir sur le monde, on doit inviter 2 grands acteurs. L'étranger et l'Algérien à l'étranger. L'Algérien n'est pas étranger, mais il est à l'étranger. Mais je pense qu'on doit donner la priorité
à l'Algérien à l'étranger. Parce qu'au fond, c'est lui, sur place, à l'étranger, qui va faire de la bonne économie diplomatique. Il va ramener cet étranger parce qu'il est sur un terrain où il peut construire cette confiance. Seulement, qu'est-ce qu'il demande? L'Algérien à l'étranger avec un partenaire étranger. J'insiste sur ça. Bien sûr, avec tous les avantages qu'il y a dans cette loi sur le plan délocalisation, ramener des équipements, les réhabiliter, ramener des technologies, tout est là. Donc cet Algérien qui est à l'étranger va monter des partenariats. Qu'est-ce qu'il va demander? Des garanties. Quels sont les financements? Parce que, attention, je peux venir avec un projet et demander des financements. Sincèrement, moi, tout ce qui est texte par rapport aux banques, par rapport aux assurances, par rapport aux collectivités locales, wallahi, ça ne m'inquiète pas. Vous savez pourquoi? La ligne conductrice, le fil vert est donné par cette loi. On ne peut pas faire ressortir des textes maintenant sur les banques ou sur les assurances qui ne seront pas en cohérence. Le pourquoi? SNAT, schéma national, arrêté, il va être actualisé. Le deuxième pourquoi? La cohérence sur laquelle veille le CNI. Le troisième pourquoi? La pénétrante des API et la responsabilité première, mais non exclusive, des présidents de territoire. Donc c'est cette approche intégrée, inviter la diaspora, qui va être le train moteur des étrangers en Algérie, terminant les 5 ans pour avoir cette capacité de financement et pour pouvoir glisser du nord vers le sud en toute simplicité, mais sur 10 ans. À la fin, nous sommes sur un projet, sur un défi de 10 ans qui exige du financement, un calcul de risque et des garanties. Monsieur Kaoubi, approche intégrée, diplomatie économique et faire appel à une ressource intarissable, c'est la communauté algérienne établie à l'étranger, avec ses projets, avec ses financements, avec ses investissements. Oui, moi je dirais que les gens viendront quand le terrain est fertile. Ça ne demande pas de faire encore de la publicité, etc. Je pense que le capital sait où est-ce qu'il part. Et quand on procède aux ajustements, il y a une attractivité, l'attractivité naturelle. Et la chose que je voudrais rajouter, c'est la réforme de l'administration. Donc tout cela, les différents modules, on parle de système d'information, mais ce système d'information met en interaction des administrations. Sans réforme sérieuse de l'administration, les obstacles vont perdurer. Et le comportement va aller dans les limites de liberté. L'investissement a besoin de liberté, a besoin de moins d'autorisation, a besoin de moins d'administration et plus de marché, a besoin d'une administration qui écoute et qui se comporte. Numériser davantage. Mais numériser, c'est quoi? C'est connaître. Ce n'est pas le hard. C'est le soft, c'est les systèmes d'information, c'est les logiques de comportement. Il faut que l'administration comprenne la chose économique pour qu'elle puisse réglementer. Il est facile de mettre 3 années de délai de réalisation, mais si on met 1 année et demie pour obtenir une autorisation, 1 année pour obtenir un financement, donc il est tout à fait logique qu'on reproduise les mêmes incohérences. Je dirais que les textes qui ont existé avant étaient... Celui de 93 était un modèle, et il était cité comme un des meilleurs systèmes d'investissement et de promotion de l'investissement dans la Méditerranée. Maintenant, c'est l'esprit, et l'esprit, c'est les procédures, c'est les comportements, c'est les intervenants. L'administration continue à être lourde, souvent, elle réglemente à contresens avec la chose économique, et cela se paye cash. Donc, réforme de l'administration, système de change qui est important pour une attractivité et une égalité et un calcul selon le prix réel qui existe sur un marché et non pas des dualités des prix et des dualités de marché. Et donc, un système financier qui soit beaucoup plus proche des marchés, qu'ils vendent et qu'ils commercent dans l'argent et qu'ils l'accordent à ceux qui sont plus compétitifs et à ceux qui créent de la valeur. Et je termine par ça. En fait, il tend la perche parce qu'au CREA aussi, on demande qu'il y ait un système d'évaluation justement de l'application de ce nouveau texte. Il faudrait qu'il y ait une évaluation régulière, que les syndicats patronaux soient
associés et qu'il y ait une amélioration continue. Parce qu'il est clair que dans son application, il y aura au départ des problèmes, il y aura des grincements. Et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait une évaluation régulière de tout ça. Si c'est le dernier mot, je voudrais dire aux téléspectateurs, parce que l'investissement, ça veut dire produit algérien, et réellement, l'Algérie a réalisé de grandes avancées dans sa production industrielle. Beaucoup de chemin reste à faire, mais faites confiance aux produits algériens. Voilà, on terminera avec ce mot de confiance. Allez, je vous donne un dernier mot, Monsieur Benyamina. Si vous permettez, en 30 secondes. Ouais. Moi, je dirais que la dynamique de l'administration, elle ne va pas changer demain. Elle a besoin de temps. Mais le pool d'experts qui sera conseil au niveau des collectivités locales, il va donner une bonne dynamique pour orienter, pour installer des guides pour les présidents de collectivités locales. Très bien, merci beaucoup. On termine avec un esprit positif sur la confiance. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous avons choisi de l'intituler « Nouvelle loi sur l'investissement, quel impact pour le climat des affaires ?» Nous avons fait le tour, nous avons abordé justement les nouveautés de cette loi, son application sur le terrain, et nous avons également parlé de cette nouvelle année qui s'annonce purement économique. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abada. Je remercie mes invités d'avoir répondu présent. Monsieur Abdelrahman Benyamina, vous êtes expert spécialiste en économie immobilière et ingénierie financière. Monsieur Mahfoud Kaoubi, vous êtes analyste économique et financier. Et monsieur Abdelwahed Karrar, vous êtes vice-président du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'heure écho.